moi qui lui ai dit peut-être s'il avait pu annoncer un petit paysage. Il y en a, oui, de choses que tu vois ici aussi, qui range plein de trucs quand même aussi. Tu vois, des instruments, des machins, l'aspirateur, des tas de saloperies qui t'approchent repasser parce qu'elle repasse là. Là-bas, c'est pas trop facile à cuisiner.
sorte de... Moi, je voulais que ça fasse un peu une corniche comme la fille. Et Non, c'est j'avais calculé pour... Oui, oui. Ça va, il n'y a pas de son, non, là? Si, nous mettrons de la musique. On n'est pas On n'est pas part. Parce qu'il a des placards, tout ça, donc beaucoup de c'est bien. Ça, c'est la médaille de Vermeil, et là, il doit avoir la grande médaille. Mais j'ai tout jamais, moi, ces médailles, ces trucs, ces illusions. C'était trop, je te l'ai relu. Bon, et bonjour Michel-Henri. Ce qui serait intéressant pour commencer cet entretien, c'est que vous nous expliquiez un petit peu comment vous êtes rentré aux Beaux-Arts. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes rentré aux Beaux-Arts? C'était mon rêve de jeune provincial de venir à Paris le plus vite possible, mais à l'époque on ne lâchait pas un garçon de 16 ans à Paris comme ça, et mon grand-père a décidé de m'emmener à Paris, de me faire visiter Paris, et d'aller voir l'école des Beaux-Arts, de rentrer dedans avec crainte, parce qu'à l'époque c'était un lieu un peu... C'était un peu le temple. Un peu, oui. Le temple de l'art. Le temple de l'art, et en même temps de chahut et tout, comme beaucoup d'universités. Alors j'étais ravi, j'ai voulu venir absolument, mon grand-père me soutenant. Mes parents ont décidé qu'à la rentrée prochaine, je viendrais m'inscrire. Et voilà. Et je suis rentré encore à Laon, comme ma ville natale, où on fête justement Diderot cette année, le tricentenaire. Et puis, je suis arrivé, comme l'Angre est très escarpé, je me suis dépêché de les mettre et de descendre la rue Bouillère goudronnée, et de me casser la gueule et de me rafler toute la figure. Voilà, mon entrée avec Paris. Donc alors, vous êtes rentré aux Beaux-Arts vers 1948, je crois, vous aviez 20 ans. C'est ça. Et puis, vous êtes resté aux Beaux-Arts jusqu'en 1955. J'ai été un peu entraîné parce que mes deux patrons de l'époque, c'était Patrice de la Perrière. Non, pardon. Atelier Narbonne. Beaucoup plus tard. Narbonne et Chaplin-Midi. Et tout de suite, ils ont vu que j'étais vraiment intéressant pour eux d'avoir un sous-patron. Voilà. Le patron, alors on m'a nommé Massier. Massier. Et puis j'ai eu du mal à m'en dépêtrer parce que personne ne voulait faire Massier, comme on dit, parce qu'il y avait du boulot. Donc vous avez été dans ces ateliers en même temps que Bernard Buffet, je crois. Exactement. Sauf que justement, peut-être, il y avait une concurrence parce qu'on ne s'est pas tellement fréquenté. Et il a essayé de quitter l'atelier le plus vite possible. Il a eu la chance d'avoir Carnier, bravo, il a fait la belle carrière que nous connaissons. Ensuite, alors, quand vous êtes sorti diplômé en 1955 des Beaux-Arts, je crois que vous avez eu la chance de faire un séjour à la Maison des Cartes à Amsterdam, puis à la Casa Velasquez de Madrid. Oui, c'est ce qui m'a rendu moins sauvage et vraiment m'habituer immédiatement à l'étranger, à essayer à parler un peu de l'espagnol, un peu même de néerlandais, et puis d'aller là-bas et contacter des personnes, des artistes aussi bien espagnols que hollandais, de patrie des arts aussi, naturellement. Et sur place, j'ai même, en Espagne, fait des grandes amitiés dans des personnages où même le roi est venu à la Casa Velasquez.
me saluer, etc. Quand vous avez fait la Maison des Cartes, Oui, c'était 1 an, je crois, le séjour était un Oui, an. oui. Par contre, à la Casa Velasquez, c'était 3 ans. 3 ans. 3 ans, puisque vous y avez été en 57, 58 et 59, Ouais. et que vous avez donc pu ramener d'ailleurs, je crois me souvenir, des toiles, beaucoup de toiles que vous aviez fait là-bas en Espagne. Voilà. Et ça m'a permis d'envahir l'avenue Matignon. C'est très bien. Votre première galerie, je crois, votre première galerie, ça a été la galerie Romanet, en 65. Ah ben c'était le rêve de tout le monde, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout de galerie. Et tout de suite, il y a eu 2 ou 3 galeries qui sont arrivées avec triomphe et on se battait pour se faire admettre. Et à l'époque, Romanet était la plus fameuse, l'avenue Matignon, l'avenue prestigieuse. aussi. Et voilà. Et je crois, d'après mes souvenirs de lecture, je crois que Greta Garbo était venue à la galerie Romanet et vous avez acheté 2 toiles. C'est ça. Alors là, pour l'anecdote, j'arrive au Beaux-Arts parce que j'étais toujours fourré pour voir s'il y avait du monde, pour voir si ça avait du succès. Et sur le trottoir, je reconnais Greta Garbo, qui à l'époque était une grande star, avec 2 tableaux dessous, et qui sortait, mais je n'avais pas vu sortir. Et ça y est, on m'a volé mes tableaux. Et je n'avais pas reconnu Greta Garbo. Alors, quand même, elle avait l'air bien. Bien. Chic, et nos regards se croisent. Elle était à la porte. Alors j'ai dit, mais vous avez des tableaux? Oui, j'ai trouvé un jeune peintre qui me plaît beaucoup. Voilà. Ah ben je lui dis, c'est moi. Alors on est rentré à nouveau à la galerie et j'ai été entouré tout le monde de photographies avec elle, que je n'ai plus d'ailleurs, que j'ai perdu dans mes déménagements. Et voilà. C'est bien. Et donc, après Romanet, vous êtes parti, donc à ce moment-là, vous êtes passé vers une autre aventure qui était les Galeries Finlay. Oui. Parce que là, à partir de 1967, vous avez été dans pratiquement toutes les galeries Finlay du monde, en Amérique, ailleurs, etc. Oui, justement, c'est au moment où la galerie Finlay, qui était la grande galerie américaine, s'est installée à avenue Matignon, sentant que c'était vraiment l'endroit où il fallait être absolument. Donc, on m'a réquisitionné, pour ainsi dire, pour tout de suite commencer une exposition chez Romanet. Alors, chaque fois que je citais, je suis chez Romanet. C'était vraiment... Alors, je venais de quitter des copains des Beaux-Arts qui, comme moi, n'avaient pas de galerie et commençaient à faire des envieux. Et ça a démarré très bien, mais j'ai pas été vache parce que j'ai su m'entourer de gens de qualité, et même des anciens qui venaient d'arriver, comme Tereskovitch ou des gens de qualité, oui, mais de la génération d'avant. Et je me suis très bien entendu avec les quelques anciens. Et ensuite, quand vous êtes passé à la galerie Wally Finlay, vous avez connu comment Wally Finlay? Comment vous avez rencontré Wally Finlay et comment vous êtes rentré dans ce système de galerie? Eh bien, c'est le charme de sa comment dire, sa vendeuse numéro 1. De sa directrice. Sa directrice, c'était Simone Caroff, qu'on a connue. Qui était fameuse dans le tout Paris, qui était toujours chez Maxime. Très mondaine. Très mondaine. Donc elle ne fréquentait que des gens qui pouvaient acheter des tableaux. Comme ça, elle n'avait pas à se fatiguer. Elle n'était pas déçue. Et ça a très bien marché. J'ai commencé à faire New York et Chicago, qui était l'endroit maire de tout ça. La première galerie était à Chicago, et du coup ça leur a donné tout de suite l'idée de faire une galerie à Paris, où je me suis engouffré tout de suite. Au avenue Matignon. Avenue Matignon, voilà, qui était une très belle galerie. Oui. Et donc, je crois que ce succès, le succès que vous avez eu chez Wally Finlay, ça a été vraiment un succès international. C'était un succès rapide. Vous étiez en France, à Paris, vous étiez à Chicago, Palm Beach, Miami, New York, enfin ça a été quelque chose d'assez extraordinaire. Après Wally Finlay, en 89, je crois, vous êtes rentré à la galerie Étienne Sassy, je crois.
Oui, c'est ça. Et donc, ça a été une rencontre encore avec Étienne Sassy qui vous a permis d'exposer largement à avenue Matignon, toujours à avenue Matignon. Oui, bien sûr, parce Et- qu'il a été directeur de Finlay. Finlay à Chicago. Mhm. Et c'est lui qui a dit pourquoi pas m'envoyer Pourquoi pas. à Paris, Voilà. moi français, Ouais. faire une succursale pour, Voilà. et emmener parce que j'avais du succès à New York, il n'y a pas de raison que Ouais, j'en ai bien pas sûr. à Paris. Et ensuite il a créé sa propre galerie, Étienne Sassy. Ah ben ça, c'est au décès de la dissolution, si La on peut dissolution, dire, des galeries des deux Finlay. frères Ouais, ouais. Finlay. Finlay, ouais. Alors ça a été après, ça a continué un petit peu sous le nom. Et ensuite, vous avez eu des expositions qui ont marqué un peu votre carrière. Par exemple, l'exposition au château de Sédières, où vous étiez reçu par Madame Chirac. Ben oui, Madame Chirac étant une élue de cette... De la Corrèze. non, elle a décidé un très beau château qu'il fallait restaurer, remettre. Alors, elle m'a trouvé à travers les salons pour me dire, vous ne voudriez pas venir, on inaugure et en même temps, on va faire des travaux nécessaires. Alors vous allez profiter à la fois d'un lieu prestigieux et nouveau, et en même temps qu'on en parlera, d'autant plus que c'est une restauration d'un château qui appartient au département, et je suis une élue du département, donc je veux Ouais. travailler. Et donc, je crois que cette exposition a été très remarquée. Ah, Ça a fait un gros succès, non seulement régional, mais aussi sur le plan C'est-à-dire que international. ça commençait à peine de faire des grandes expositions nationales, les peintres nationaux qui exposaient à Dieppe, qui exposaient à Marseille, qui exposaient, mais le côté capital n'existait pas. Alors, Et puis ensuite, il y a aussi une très belle exposition qui est très courue et qui est un petit peu une exposition incontournable pour les grands artistes, c'est le Château de Val. à Château de Val aussi, Aussi. ça c'était une tradition qui continuait avec le ministre de la Culture de l'époque, mais aussi la tradition du département. Du département, oui. D'accueillir un maître, Oui, oui. qu'ils appelaient. Alors quelques années avant, c'était en 1974, c'est là où vous avez rencontré le Shah d'Iran, quand vous avez été avec le Salon d'automne en Iran. Voilà. Premièrement, le Shah est un Chabanou, aimait déjà ma peinture, parce qu'il avait eu tout simplement un contact avec McAvoy, qui était notre ancien président du Salon d'automne, et qu'il avait commandé à son épouse, l'impératrice, son portrait. Donc, monsieur le maître McAvoy est allé là-bas faire le portrait de la Chabanou, et ça a donné l'idée, malin comme il était, de provoquer Une exposition du Salon d'automne en Iran. les attirer, Mhm. pour avoir vraiment un peu d'Europe qui allait faire du bien à ce Moyen-Orient qui est toujours mouvant. Et naturellement, ça a eu un grand succès, le Salon d'automne. Et comme j'en étais petit à petit d'exposant en sous-président, en vice-président et en président, j'étais devenu président du Salon d'automne. Je suis donc allé triomphalement, en tant que président du Salon d'automne, présenter un salon d'automne français, avec des artistes français, complètement, où le Shah avait préparé un lieu magnifique pour nous accueillir, et accueillir aussi des artistes, ce qui ne se fait plus maintenant. On accueille à la rigueur des peintures, mais là, ils avaient invité Oui, tous les copains. c'était grandiose. Ah oui, c'était vraiment, c'était impérial. Alors, vice-président, vous avez été vice-président donc, du Salon d'automne, et on peut en venir maintenant aux récompenses que vous avez reçues dans votre carrière, ce qui est assez énorme, c'est que vous avez été... Je m'embrouille un peu. Moi, En 1981, vous avez été chevalier de la Légion d'honneur. à 80. La même année, vous avez été médaille d'or de la Société nationale d'horticulture, qui a été une rencontre importante, puisque vous avez rencontré le ministre Michel Pointat. Voilà. Et vous êtes devenu président de cette société, d'ailleurs, la Société d'horticulture, Voilà. pour la section Beaux-Arts. Ensuite, en 85, vous avez eu le mérite agricole.
du fait Ben oui. justement de votre participation à la Société Je le dois à d'Horticulture. Michel Cointin, le grand ministre de l'Agriculture. Et en 86, vous avez été médaille de vermeil de la ville de Paris. Et aussi, vous étiez déjà depuis de nombreuses années d'ailleurs une médaille d'or importante, qui est la médaille d'or du Salon des artistes français, qui est, Oui. qui est le salon le plus ancien Plus du ancien. monde, puisque ça a été créé sous Louis XIV. Exact. Voilà, donc vous avez eu ça. Pas moi. Hein. Non, non, pas vous, vous n'êtes pas né sous Louis XIV, non, non. Et ensuite, vous avez été donc continué avec des rencontres avec Madame Chirac, Madame Barre, Mademoiselle Jeanne Moreau, la princesse de Polignac, etc. Voilà. Vous Voilà. avez fréquenté tous ces gens-là dans les différentes, qui sont venus vous voir dans les différentes galeries que vous aviez exposées. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu les artistes que vous avez connus? Donc, je crois qu'il y a des gens comme Brasilier, Buffet, bien Oui. sûr. Oui, pour moi, ce sont les. Oh, mais il y avait Guiraman qui était. Mais Guiraman, de la belle Cassignol. qualité, Cassignol, qui fait une carrière somptueuse en Extrême-Orient. Dans l'Extrême-Orient, hein, en Et- Asie, oui. Mais voilà. Et j'étais toujours entouré de la qualité parce que c'était naturel. Ouais, ouais. J'aimais ce qui était Ouais. beau. Et on ne peut pas me reprocher d'avoir aimé ces gens-là parce Ouais, que ouais. pour moi, c'est ma génération Ouais, et je la défends. Ouais, ouais. Mais je crois que vous avez toujours aimé, vous n'aimiez pas, d'après mes souvenirs, faire artiste, comme on dit. C'est-à-dire que même quand vous étiez jeune, aux Beaux-Arts, etc., vous mettiez un point d'honneur à toujours être bien habillé, à toujours être Ah, propre, bien à sûr. toujours être J'ai toujours distingué. C'était se déguiser en artiste, j'appelais ça. Ceux qui se faisaient la chienlit et tout ça, même s'ils avaient une vie normale et de l'argent des parents pour faire leurs études, il y avait toujours le ce côté bohème, le côté bohème, ça faisait démodé. pour jouer aux artistes. Hein. Et alors moi j'ai eu à cœur d'être un artiste bien foutu et bien. Alors j'allais déjà. Aussi, vous aviez donc cette possibilité d'exposer et de vendre facilement, puisque vous avez été assez dans le régime commercial assez rapidement. C'est-à-dire que dès que vous êtes sorti des Beaux-Arts, ça a démarré. Ben oui, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont critiqué d'être commercial et tout de suite. Mais je dis, c'est mon métier, je vis de mon métier, c'est tout. Mais commercial, ça ne veut rien dire, en fait. Ben oui, parce que mais- commercial, c'est à partir du moment où on vend des toiles, on fait du commerce. Ben oui, c'est mon étoile, alors je ne peux pas parler d'autre chose. Je Ben peux oui. pas voir alors les pommes qui existent, je les peignais, Ben puis je voilà. vendais des pommes. Ils vendaient des pommes, voilà. Hein, c'est ça. Donc, maintenant, on peut parler du Japon. Donc, vous avez fait la connaissance de M. Takeda il y a quelques années déjà. Oui, Ça commence oui, à compter. mais il m'avait repéré, lui. Lui aussi, il savait. Parce que je crois que quand on voit un peu votre carrière, on se rend compte que vous êtes quand même un peintre, un des rares peintres, qui est vraiment un personnage, une figure picturale vraiment réelle dans le panorama actuel, en fait. C'était naturel. Ah, c'était alors naturel, c'est oui. une chance. Peut-être que la province m'a fait beaucoup parce que j'ai toujours été plutôt parisien à Langres dans ma ville natale que Que l'endroit à Paris. l'endroit à Paris. Ça n'a jamais collé. J'étais fait pour Paris, mais il fallait que j'attrape la bonne porte. La bonne porte. Voilà. Donc Et puis là- d'avoir assez de charme, De de culot quelquefois Pour avancer. Pour avancer. Donc M. Takeda donc, vous a remarqué et il vous a pris sous son aile un peu pour le Japon. Ben, je dois lui rendre hommage parce qu'il avait vraiment eu. Il m'a pris à temps parce que je risquais de lui échapper étant donné que ça commençait à vraiment bien marcher, que je pouvais me permettre de choisir. Mais lui, quand il m'a choisi, il comptait bien me tenir. Il comptait bien vous tenir. pour le- Et je crois qu'au Japon maintenant, on peut dire que vous êtes connu au Japon Ah et oui, que tout à fait. vous êtes vraiment dans le circuit, Tout à fait. artistique Ah, japonais. oui, oui. Puis toujours accueilli gentiment, super agréable, des gens curieux qui. Vous savez, quand j'arrive dans un endroit, il y a déjà la queue avant que j'arrive. Et à peine arrivé, j'arrive, je dis bonjour,
Et hop, tout de suite, c'est la Alors, position. Oui. Maintenant, ça ne se surprend pas, mais moi à l'époque, ça me Ça surprenait. surprenait. Ouais. J'ai jamais avenue Matignon et jamais été applaudi. C'est pas dans la tradition française. Et voilà, alors c'était vraiment un charme de l'Orient qui m'a beaucoup fait du bien. C'était une sensibilité qui me faisait plaisir. Mais quand vous avez reçu la Légion d'honneur, ça vous a fait plaisir aussi. Ah ben, je ne me demande pas si c'est pas possible de faire plaisir. Si, c'était vraiment... C'était une reconnaissance. Une reconnaissance, et il faut quand même reconnaître, et là je prêche pour mes copains qui le méritent, il n'y a pas assez de peintres ou de sculpteurs, mais oui, d'artistes qui ont la Légion d'honneur. Oui, mais je pense que vous la méritiez bien parce que vous avez quand même été un ambassadeur de l'art français à l'étranger. Enfin, ça a été un peu le critère. Le critère, voilà. Ouais. Il y a deux ou trois personnes qui vraiment avaient décidé de me suivre, si on peut dire, et de me pousser. Je ne vais pas les citer puisque je ne fais pas de politique, mais c'était quand même sympathique. C'était bien, c'était bien. Donc, d'ailleurs, dans le magazine, vous êtes souvent présente. Oui, mais là j'ai un copain qui dirige un certain magazine que je ne citerai pas. On parle beaucoup de vous, et à juste titre. Et je crois que c'est ce qui montre que, je dis ça parce que ça montre que les courriers qu'on peut recevoir, c'est souvent quand il y a des articles de vous, et on sent que vous êtes très présent dans l'esprit des gens quant à l'art. Et je crois que ça c'est important. Ben, peut-être c'est mon côté pas du tout sophistiqué, qui est très naturel, c'est ma nature. Je ne me force pas, jamais je me suis forcé, c'est toujours motivé et j'ai des raisons, si j'aime ou si j'aime pas. Bon, en général, j'aime, je n'ai pas de raison de m'occuper de ce que j'aime pas. Donc... Mais ce qui est drôle d'ailleurs, parce que je vous ai déjà vu souvent dans des salons, mettons au Grand Palais, au salon Comparaison, etc. Et on est surpris de voir le nombre de gens qui vont vers vous, que vous ne connaissez pas forcément, des gens qui passent, mais qui, eux, vous connaissent et qui vont vers vous pour vous parler, pour vous remercier, c'est assez émouvant. Bon, ben écoutez, donc si vous voulez un peu parler des expositions que vous faites au Japon, par exemple. Le Japon, c'est un peu un lieu privilégié, parce que j'y arrive un peu comme dans un sanctuaire. Je sais que tout sera épié, critiqué, épluché, et en général... Et admiré. Alors, je suis un peu coincé en arrivant, mais avec le charme oriental, ça s'arrange très bien. Et c'est à ceux qui vont m'inviter, venir voir mon exposition, pour pouvoir en parler. Là, j'arrive un peu chez moi. Ben voilà. C'est vraiment... Mais je crois que vous avez de la chance aussi avec M. Takeda, c'est que c'est quelqu'un qui aime vraiment l'art, la peinture, et qui, depuis de nombreuses années, se dévoue complètement pour la peinture française, enfin, pour l'art français, et figuratif français. Et ça, c'est une vocation pour lui. Ben Il n'est pas question qu'il parle d'autre chose. Voilà, Bon, je sers d'abord de préambule pour connaître les deux gens, mais je sens que c'est grâce à moi qu'il ose. Parce qu'il dit Michel-Henri vient bien, donc vous pouvez bien venir avec moi. Oui, c'est ça. Alors je suis pour lui une façon... Une référence. Voilà. Alors ça fait plaisir. Mais c'est un homme charmant, c'est un homme professionnel, c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualité. Quelqu'un qui a beaucoup de... Mais oui, je ne serai pas là depuis des années, je n'ai même plus compte, vous savez Enfin, je ne sais pas, vous avez au moins... 30 ans 20 ans 20 ans. J'essaie de trouver des renseignements à l'extérieur. Et on ne s'est jamais fâché. Et on ne s'est jamais fâché. Voilà, on n'est jamais fâché. On s'écoute. En tout cas, nous avons toujours plaisir tous ensemble à le voir et à dîner avec lui quand il est à Paris, parce que c'est toujours un bon moment. D'ailleurs, il ne viendrait pas à Paris sans nous voir. Sans nous voir, exactement. Ben, j'espère que... Ben voilà, donc... on l'attend. On peut dire en deux mots aussi, vos toiles sont dans beaucoup de collections privées, dans le monde entier.
Oui, bien Hein? sûr. Ils Bon, vont- les États-Unis, beaucoup, où j'ai eu forcément une exposition. Et alors, maintenant, avec M. Takeda, le Japon en permanence. Et puis dans beaucoup de collections royales aussi, vous avez eu des tableaux chez un roi d'Arabie, je crois. Oui, ou- en Arabie, en Norvège, la reine de Hollande. La reine il y a de plein Hollande, de- oui, en Europe, bien sûr, mais un peu partout dans le monde, il y en a. Il y en a, Oui, 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 il y en a il y en a dans des musées au Japon aussi, il y en a un petit peu partout aussi, oui. oui. À Kurosawa, il y a... À Kurosawa, oui, cette magnifique il y a un magnifique- station de sport d'hiver. Oui, oh là là, c'est le... C'est le Megève japonais. Megève. Que vous pouvez, on parlait tout à l'heure des ateliers où vous étiez au Beaux-Arts, Chapelain-Midi et Narbonne. Oui. Mais qu'est-ce que vous avez appris? Parce que Narbonne ou Chapelain-Midi, ils ont des personnalités complètement différentes. Justement, mais c'était vraiment fait exprès parce que Narbonne était un peu rude, c'est-à-dire c'était construit, c'était fort, c'était pas... Et puis Chapelain-Midi, c'était l'harmonie, les couleurs, le charme, la lumière, et c'était tout ça. Alors j'ai mené tout ça et j'ai secoué, ce que n'a pas fait Buffet. Il est resté dans la sécheresse, mais il n'a pas trouvé quelqu'un qui lui donne un peu le côté suave, Un côté, oui. ou généreux, ou, voilà. Et nous sommes de la même année, exactement. De la même promotion. Ouais. Ben oui. Et puis malheureusement, Il n'est plus là. Il a arrêté toute activité, le pauvre. Et voilà. Bon, bah écoutez, c'est bien, je crois qu'on a fait un petit peu un tour, un petit peu de tout ça. Monsieur de la Perrière. Bonjour, monsieur Takeda. Et donc, je voudrais bien que vous parliez un peu de dernier grand maître de peintre français de notre temps, qui est Monsieur Michel Henry, parce que vous le connaissez depuis une trentaine, quarantaine d'années, que vous êtes le témoin qu'il est un des meilleurs peintres du XXe siècle et même au XXIe siècle en France. Exactement. C'est-à-dire que Michel Henry, on peut dire que ça a été vraiment le témoin du XXe siècle. C'est-à-dire qu'il a commencé sa carrière à la sortie des Beaux-Arts, de l'École nationale des Beaux-Arts de Paris, à la fin de la guerre, vers 1945, et à partir de ce moment-là, pour lui, tout s'est enchaîné assez rapidement, et il a pu faire un début de carrière assez prometteur, et de faire en sorte qu'il trouve des galeries, qu'il récupère de nombreux prix et de nombreuses récompenses, et qu'ainsi il puisse devenir connu en France d'abord, et puis ensuite dans le monde. C'est-à-dire qu'à la sortie aux Beaux-Arts, il a pu avoir le prix de la Casa Velasquez, donc ce qui lui a permis d'aller à Madrid étudier l'art et s'entraîner dans les musées, etc. pendant, je crois, 2 ans. Ensuite, il a eu aussi le prix de la Maison Descartes à Amsterdam, donc il est parti en Hollande pendant 1 an, où il a travaillé aussi dans les musées pour s'inspirer un petit peu des grands maîtres de l'époque. Et ensuite, quand il est rentré à Paris, on peut dire que sa carrière était déjà démarrée, et qu'il a pu trouver des galeries assez importantes. La première galerie dans laquelle il a été pris, c'est la galerie Romanet, qui était une galerie à l'époque très importante, qui avait des grands maîtres, mais qui recherchait aussi les peintres prometteurs, ceux qui pouvaient devenir plus tard les grands de demain. Et ensuite, après la galerie Romanet, il a été dans des galeries avenue Matignon, il a été à la galerie Sassy, il a été à la galerie Léa XII, et surtout, il a été à un moment à la galerie Wally Finlay. Wally Finlay qui avait une très belle galerie avenue Matignon, mais qui aussi avait, je crois, une dizaine de galeries dans le monde, principalement aux États-Unis, mais aussi en Angleterre, donc celle de France dont j'ai parlé avenue Matignon, et en Angleterre, et aussi à Palm Beach, à New York, à Chicago et dans d'autres villes des États-Unis. Et c'est un petit peu ça qui l'a fait connaître dans le monde entier, puisque les Américains, comme Michel Henry représente souvent des paysages avec beaucoup de coquelicots, les Américains l'avaient reçu une fois dans une ville lors d'une exposition avec des banderoles sur lesquelles il y avait marqué « The King of Puppies », ce qui veut dire le roi des coquelicots. Et il avait réussi
donc à s'imposer là-bas, ce qui était assez difficile à l'époque, mais disons à être reconnu par l'Amérique, par beaucoup de pays. Et puis ensuite, il a débordé sur le Japon, puisqu'il a eu la chance de rencontrer la galerie AD4, qui l'a pris en contrat depuis, je crois, 1994. Et à partir de ce moment-là, il a fait des études au Japon et aussi des expositions importantes au Japon, qui lui a permis aussi d'être très connu dans ce pays et d'être ainsi renommé en tant que représentant de l'art français actuel. On peut dire qu'il était dans certaines galeries avec des gens comme Catelin, comme Cassignol, comme Brasilier, etc. C'est un petit peu la même époque, la même tendance. Et il faut dire aussi qu'à l'époque nationale des Beaux-Arts, à l'École nationale des Beaux-Arts, il a été dans un atelier, il a été 1 an avec Bernard Buffet, qui était plus âgé que lui, mais qui était, comment dirais-je, qui quittait les Beaux-Arts, qui a fait la dernière année des Beaux-Arts au moment où Michel allait faire sa première année. Donc, on peut dire vraiment que Michel Henry fait partie de ces peintres qui ont marqué l'époque et qui ont fait en sorte que l'art français ne soit pas... je dirais oublié ou sous-estimé à l'étranger. Et actuellement, je crois que ça marche toujours très bien pour lui et que à l'âge qu'il a, on peut dire que sa carrière a été largement remplie et qu'il y a encore un avenir pour sa peinture parce qu'il y a toujours une recherche des collectionneurs pour la peinture de Michel Henry et il n'y a qu'à voir les prix que ces tableaux vaillent et que c'est toujours très recherché et très mis en valeur. Voilà. Ok, merci Monsieur Delapeyre. Et j'ai reçu il y a quelques mois un jeune peintre français qui m'a dit que actuellement Bernard Buffet est parti, Catelin est parti, et seul Michel Henry et quelques-uns d'autres qui sont des grands maîtres du XXe siècle. Oui. C'est-à-dire qu'on peut dire sous forme de boutade, c'est que Michel Henry fait partie de ces dinosaures qui restent encore aujourd'hui, qui font partie de la grande époque de l'art. Voilà. On peut dire que c'est un maître vraiment de l'art du XXe siècle. Et il fait vraiment partie de toute cette kyrielle de peintres qui ne sont plus là, comme vous le disiez, qui ne sont plus là aujourd'hui, mais qui ont été vraiment les fers de lance de l'art français en France comme à l'étranger. Et Michel Henry fait partie de ces peintres qui restent et qui, à mon avis, resteront non seulement dans les mémoires, mais chez les collectionneurs et qui resteront dans la reconnaissance de l'art français. Merci beaucoup, Monsieur Delapeyre. À bientôt.